Bon, on se retrouve du coup pour la partie 2 de la correction. C'était laissé à la question 10, avec la proposition A. Relative aux orbitales atomiques, on vous demandait par rapport à la T2. Et donc, on vous dit qu'elle est orientée selon les bisectrices des axes. C'était faux, puisque je vous ai dit que l'orbitale dz était orientée selon l'axe z. Elle peut contenir 10 électrons. Je vous avais dit qu'une orbitale atomique, c'est maximum 2 électrons. C'est la sous-couche D qui peut avoir 10 électrons maximum, pas l'orbitale. Donc c'était faux. Pour la C, c'est l'une des 5 orbitales d'une sous-couche ND, ça c'était vrai. D'une sous-couche ND, on a 5 orbitales. Elle est caractérisée par le nombre quantique L égale 2. On avait dit que c'était vrai, ça c'est à savoir par cœur. Donc L égale 0, c'est S, L égale 1, c'est P, L égale 2, c'est D, et L égale 3, c'est F. Ça c'est à savoir par cœur. Donc la D était vraie. Et enfin la E, elle appartient toujours à la couche M, ça c'est faux. Si vous avez L égale 2, ça veut dire que c'est pour N égale au minimum 3. Ça peut être pour N égale 4, pour N égale 5, etc. En tout cas, toutes les couches qui sont au-dessus de M. Donc la E était fausse. Donc les propositions scellées pour la question 10. Ensuite, question 11. Parmi les propositions suivantes, dans laquelle ou lesquelles le premier membre possède une électronégativité qui est supérieure à celle du second. Alors pour la proposition A, vous avez le F et le TA. Alors le F c'est le fluor, le TA je ne sais même pas ce que c'est, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de savoir ce que c'est pour répondre à la question, puisque vous savez que F c'est le fluor, l'atome le plus électronégatif de la classification. Son électronégativité elle est égale à 4. C'est la plus élevée, donc on sait que peu importe ce que c'est le TA, ce sera vrai. Ensuite, le O et le Cl. Donc quand vous regardez votre classification, vous avez l'oxygène et le Cl qui est juste en dessous ici et qui est un peu à droite. Et donc vu que l'oxygène est au-dessus, je vous rappelle que plus on descend dans une classification, plus le potentiel d'ionisation, l'électronégativité et l'affinité électronique diminuent, et le rayon augmente. Et donc l'oxygène va avoir une affinité, une affinité électronique, une intensité de première ionisation et une électronégativité qui va être supérieure. Et donc la B est vraie aussi. Je vous rappelle votre moyen mnémotechnique. Pour retenir ça, c'était notre tableau avec Riax. Tac. Tac. Donc avec ici les Z croissants dans une période et ici les Z croissants dans une même colonne. Et du coup, on trace notre Riax. Et donc, tout augmente ici. Rien. Sauf le rayon qui diminuait. Et ici, tout diminue, sauf le rayon qui augmente. Ensuite, pour la proposition C, donc là on est à la question 11. Pour la C, on vous dit le S et le N. Alors, le soufre, vous savez qu'il est donc du coup Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer Jean. On vous demande de comparer le S et le N. Du coup, si on fait au-dessus, donc Lily bêche bien chez notre maman Nestor. Ici, on vous demande de comparer l'azote et le soufre, et l'azote est au-dessus, et donc son électronégativité, elle est supérieure. Et donc la C, elle est fausse. Tac. Ensuite, la D. L'hydrogène et le Na. Alors, l'hydrogène il est ici, juste au-dessus du Li. Donc l'hydrogène est au-dessus du Na. S'il est au-dessus, son électronégativité, elle est supérieure. Donc la D, elle est vraie. Et la E, le B et le BE, ici, le beryllium est avant le bore il est après, donc son électronégativité, elle est plus élevée. Et ici, le B, il est bien avant le E, donc c'était vrai. Donc tout était vrai, sauf la C. Donc soit vous le connaissez par cœur, soit Madame Melnick, le jour du concours, vous donnera la classification, et ce sera plus simple. En l'occurrence, pour le concours, vous avez la classification, donc vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Le tableau ici, en fait, il fallait le tracer directement sur votre classification pour aller plus vite.
Question 12. On vous dit parmi les propositions suivantes relatives au nombre quantique des électrons, donc il y en a 4, quelles sont celles qui ne sont pas permises, quelles sont celles qui sont fausses ici du coup. Je ne demande pas quelles sont les propositions qui sont vraies, mais celles qui sont fausses. Donc je vous rappelle, les nombres quantiques, on a M, L, ML et S. Le spin il est soit égal à plus 1,5, soit égal à moins 1,5. Le N c'est la couche, le L il est compris entre 0 et N-1, le ML il est compris entre moins L et L. Et donc à chaque fois on va procéder par étapes pour voir si c'est possible ou pas. Proposition 1, on vous dit N égale 2, L égale 1, c'est possible. ML égale 0, si L égale 1, ML égale 0, c'est possible. Et le spin égale à moins 1,5, donc c'est possible. La A elle est possible, mais vu qu'ici on cherche les propositions qui sont fausses, la A on ne va pas la cocher. Ensuite la B, vous voyez directement que le spin il est égal à moins 1. Un spin de moins 1 ça n'existe pas, donc il n'y a même pas besoin de regarder le reste, c'est un truc qui va être faux. Donc on va la cocher. La C, N égale 4, L égale 4. Alors si N égale 4, L il va être compris entre 0 et 3. Donc c'est pas possible. Donc on va la cocher. Ensuite, pour la D, on vous dit N égale 2, L égale 1. C'est possible, ML égale 2. Alors si votre L égale 1, votre ML il va être compris entre moins 1 et 1. Il ne pourra pas du coup être égal à 2. C'est pas possible, donc on va la cocher. Et enfin pour la E, N égale 3, L égale 2 c'est possible, ML égale moins 1 c'est possible, et S égale moins 1,5, plus 1,5 pardon, c'est possible aussi, donc on ne va pas la cocher vu que c'est vrai. Donc proposition B, C, D pour la 12. Alors, question 13. Question 13. On vous dit parmi les composés suivants, combien sont diamagnétiques? Alors je vous rappelle, on l'a vu en cours, les composés diamagnétiques, c'est les composés qui ne possèdent pas d'électrons célibataires, à l'inverse des composés paramagnétiques qui possèdent un ou plusieurs électrons célibataires sur leurs orbitales atomiques. Donc ici, à chaque fois, on va regarder s'il y a des électrons célibataires ou pas. Alors, ce qu'on peut déjà éliminer, ce que vous voyez, c'est l'élément, c'est le XE. Le XE, vous savez que c'est le xénon, c'est un gaz rare, et les gaz rares, vous savez que leur couche de valence, elle est complètement remplie, et donc ils ne possèdent pas d'électrons célibataires. Donc le xénon, c'est pas... il n'y a pas d'électrons célibataires, donc c'est diamagnétique. Donc on sait que le xénon, hop, on va l'écrire, le xénon, c'est diamagnétique. Ensuite, vous avez votre classification, et vous savez que le MO, le NI et le IR, vous les avez, c'est des métaux. Et les métaux, par définition, un métal, c'est paramagnétique. Un métal, ça conduit l'électricité, donc c'est paramagnétique. Ça, soit vous le savez avec de la logique, soit à chaque fois que vous vous amusez à faire la règle de Kleshkovsky, vous regardez s'il y a des électrons célibataires ou pas. Donc le molybdène, le Ni et le IR, ils sont paramagnétiques. Donc, hop, du coup, ils ne sont pas diamagnétiques. Et il nous reste le Mg2+. Alors, le Mg2+, si on fait rapidement la règle de Kleshkovsky, 1 S2, 2 S2, 2 P, oh là là, 2 P6. Donc le Mg2+, le Mg, vous savez par la classification que c'est 12. Ici, on arrache des électrons, donc on va avoir 10 électrons. Donc ça va faire ça. Ici, toutes les orbitales sont remplies. Ensuite, on a des orbitales qui sont vacantes, mais à aucun moment on a des électrons célibataires. Donc le Mg2+, il est diamagnétique. Alors, c'est plus complexe que ça, parce qu'en fait, dans la vraie vie, le Mg2+, il est paramagnétique. Parce qu'il a des propriétés qui le permettent. Mais au sens du cours, au sens des électrons célibataires, on va dire qu'il est diamagnétique. Du coup, il est diamagnétique, pardon. Donc il y a celui-là qui est diamagnétique, celui-là qui est diamagnétique, donc il y en a deux, et donc c'était la proposition C. Ça c'était pour la question 13.
Ensuite, question 14. Question 14, petite question de cours, on vous dit la formation d'une liaison dative dépend de la différence d'électronégativité entre les deux atomes. Alors on a vu une liaison dative, c'est la formation d'une liaison entre un atome qui a une lacune et un atome qui possède un doublé. Ça c'est par cœur. Et dans l'histoire, il n'y a aucune affaire d'électronégativité, il n'y a aucun rapport. Donc c'est faux. La B. Il y a libération d'énergie vers le milieu extérieur lors de la formation d'une liaison entre deux atomes. Donc deux atomes, quand ils sont séparés, ils ont une énergie qui est supérieure et donc ils sont moins stables que quand ils sont liés. Donc la formation d'une liaison entre deux atomes, ça va stabiliser et donc vous allez perdre beaucoup d'énergie vu que vous allez être plus stable. Et donc cette énergie, elle va être libérée dans le milieu extérieur. Alors c'est pas forcément évident pour vous tout de suite, mais ce sera beaucoup plus évident quand vous ferez la thermodynamique avec Madame Melnick, et ça va être évident pour vous, c'est ce qu'on appellera l'enthalpie libre, etc. Donc les atomes engagés dans une liaison sont toujours entourés de 8 électrons ou plus. Alors toujours, c'est ce que je vous ai dit, c'est les pièges péremptoires, c'est très très souvent faux, et ici c'est le cas. Toujours c'est pas le cas, il y a aussi la règle du Duhet, pour l'hydrogène par exemple, c'est 2. Il y a aussi les cas de lacunes électroniques pour l'aluminium, où des fois c'est 6 électrons seulement, et pas 8. Une liaison ionique s'établit entre deux atomes très électronégatifs. Alors ça c'est faux, une liaison ionique c'est entre deux atomes qui ont une forte différence d'électronégativité. C'est pas fortement électronégatif. Tous les deux, c'est qu'il y en a un qui est très électronégatif et l'autre qui est très peu électronégatif ou très électropositif. Donc c'est pour une forte différence d'électronégativité. Donc la D, elle est fausse. Une liaison covalente simple résulte de la mise en commun de deux électrons. Ça c'est vrai, c'est basique, c'est même un élève de seconde pour y répondre. Tac. Du coup, on avait les propositions B et E pour la 14. On passe à la question 15. Tac. On vous dit parmi les propositions suivantes laquelle correspond à l'ordre croissant de la mesure des angles entre les liaisons covalentes. Donc là, pour chaque atome, pour chaque molécule, pardon, vous devez connaître les angles entre les différentes liaisons. Et pour connaître ça, il va falloir tracer la géométrie. Vous savez que pour une géométrie tétraédrique c'est 109, pour triangulaire c'est 120, pour plan c'est 180, etc., etc. Donc on commence avec SO2. Alors SO2, je vous rappelle, ça ressemble à ça. Donc S c'est ça, doublé, avec 2 électrons. Le O c'est la même chose, O2. Donc ici, pour relier deux oxygènes au soufre, on va péter ici un doublé. Du coup ça va faire ça, avec ce doublé ici et un doublé qu'on a pété. Et du coup on va lier les oxygènes à chaque fois. Tac. Tac. Et donc ici quand on fait notre méthode M plus N, donc le nombre d'atomes qui sont liés M c'est égal à 2, plus le nombre de doublés que j'ai sur mon atome central, il y en a 1. Donc ici ça me fait 3, donc une géométrie qui est triangulaire et donc un angle de 120 degrés. Ça c'est dans le cours, on doit savoir par cœur. Même chose pour les autres atomes, à chaque fois vous faites la même chose. Donc le SO2, 120 degrés. Ensuite on a le HS2. Donc on a le S, tac, et on a H, tac, fois 2. Et donc ça fait ça, tac, tac, tac et tac. Donc ici ça fait 1, 2, 3, 4. Donc pour le HS2, c'est tétraédrique. H2S, c'est du coup 109 degrés. 109,28, à peu près 109 degrés. Ok. Et ensuite vous faites la même chose pour toutes les autres molécules, c'est à peu près toujours la même chose. Et ensuite vous classez par les ordres des angles. Ici on vous dit par ordre croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand.
Et donc vous arrivez à la proposition D. Voilà. Donc question 16. Parmi les propositions suivantes relatives aux liaisons chimiques, lesquelles sont exactes? Donc petite question de cours. Deux atomes liés sont plus stables que des atomes isolés. Ça c'est vrai, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'énergie qui a été libérée par la création d'une liaison. Donc là A elle est vraie. Ensuite, l'enthalpie de dissociation est comptée positivement. Alors l'enthalpie de dissociation, c'est quand deux atomes qui étaient liés vont se dissocier. A plus B moins par exemple. Et bien quand cette liaison elle va se casser, pour casser cette liaison, vous devez apporter de l'énergie. Par exemple, vous devez chauffer une molécule pour qu'elle se casse comme ça. Et donc vous apportez de l'énergie à votre système, et du coup, ça vous apprendrez en thermodynamique que c'est compté positivement. Donc c'est vrai. La liaison métallique est une liaison faible, ça c'est facile. C'est faux, une liaison métallique c'est avec le schéma que je vous ai fait en cours avec la théorie des Drude-Lorentz. Et c'est une liaison qui est forte, hein, c'est un métal. Les liaisons fortes possèdent des énergies de liaison de l'ordre de centaines de kilojoules par mol. Ça fait dans le cours, dans le diapo. C'est vrai. Et la E, les liaisons faibles contribuent à la structure des états condensés des molécules de faible poids moléculaire. Ça pareil, c'est dans le cours, c'est vrai. C'est le cas par exemple du NaCl qui tient à l'état de cristal avec l'énergie réticulaire par exemple, qui sont des forces faibles. Question 17. Je vais voir, je suis à combien de temps? Question 17, on vous dit ici, parmi les molécules suivantes, laquelle correspond à l'ordre décroissant des moments dipolaires de ces trois molécules. Donc pour les trois molécules, à chaque fois vous devez calculer le moment dipolaire de chaque molécule. Donc le moment dipolaire d'une molécule, je vous ai dit en cours, c'est la somme des moments dipolaires de toutes les liaisons. Et ici, il faudra les classer par ordre décroissant. Donc la molécule qui aura le moment dipolaire le plus faible jusqu'à la molécule qui aura le moment dipolaire le plus élevé. Le plus élevé au plus faible, pardon, c'est ordre décroissant. Donc si je dessine mes molécules, ça fait tac, 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 tac. Ça fait des cycles avec des doubles liaisons. Tac. Donc pour les trois, c'est le même cycle. Tac. C'est juste les atomes de Br qu'on va positionner différemment. Donc ici, ils seront positionnés comme ça. Donc le Br, vous savez que c'est un halogène. Donc c'est une électronégativité qui est plus élevée que les atomes de carbone ici. Donc il y aura un moment dipolaire qui sera dirigé vers le Br, comme ça. Il y en a un ici. Tac, avec un moment dipolaire. Et un Br là, avec un moment dipolaire. Ici, dans toutes les liaisons ici, le moment dipolaire à chaque fois il va être nul parce qu'à chaque fois c'est des atomes de carbone. Vu que la différence d'électronégativité entre des atomes de carbone elle est nulle, on n'a pas de moment dipolaire ici entre les différentes liaisons. Il va exister que ici. Pour la deuxième molécule, donc ça c'est la numéro 1. La numéro 2. Les BR ils sont comme ça. Donc BR, BR. Et pour la troisième ils sont comme ça. BR, et BR. Et donc à chaque fois, on place notre moment dipolaire. Tac. Et du coup, à chaque fois, il va falloir faire la somme de tous les moments dipolaires. Avec ça. Donc ici, je fais celui-là, plus celui-là. Ça fait ça. Plus celui-là. Donc celui-là, plus celui-là. Plus celui-là. Plus celui-là. Donc ça fait ça.
Et donc on arrive à un truc qui fait ça à peu près, un moment dipolaire. Ça c'est la somme des moments dipolaires de toute la molécule. Donc ici c'est moment dipolaire de la molécule. Ensuite ici, donc je vais faire celui-là, plus celui-là ça fait ça, plus celui-là ça fait ça, enfin plus celui-là ça fait ça, plus celui-là ça fait ça. Donc ici on revient au point de départ, donc le moment dipolaire ici il est nul. Et ici pareil, je fais ça, plus celui-là ça fait ça, plus celui-là ça fait ça, plus celui-là ça fait ça. Ici ça fait un moment dipolaire qui est comme ça. Et donc vous voyez ici, pour la molécule numéro 2, le moment dipolaire il est nul. Pour la numéro 1, il fait ça à peu près, et pour la numéro 2, c'est quasi le double. Donc ici le moment dipolaire le plus élevé, c'est la 3, molécule numéro 3. Ensuite, c'est la molécule numéro 2. Et ensuite, celui qui est... la 2, elle est nulle. Et entre les deux, il y a la 1. Donc ça, c'est le plus grand, ça, c'est le plus petit par ordre décroissant. Et du coup, ça vous fait la proposition E. Voilà pour la question 17. Ça, c'est la question 18. Alors, question 18, on vous dit on considère le diagramme d'orbital moléculaire de HF avec les données suivantes, et on vous donne l'électronégativité de l'hydrogène et les niveaux d'énergie des différentes orbitales de valence, donc de l'hydrogène et du fluor. Et on vous demande les propositions qui sont exactes. Donc on va devoir faire le diagramme. Donc pour l'hydrogène d'un côté, pour le fluor de l'autre, qui va donner la molécule HF. Alors pour l'hydrogène, il y a une seule orbitale avec un seul électron, c'est l'orbital 1s. Et on vous dit que l'orbitale là, son énergie, elle est de moins 13, enfin vous devez le savoir aussi, moins 13 électronvolts, moins 13,6. Ici pour le fluor, le numéro atomique c'est 9, donc vous avez une orbitale 1s avec ces deux électrons, une orbitale 2s avec ces deux électrons, et des orbitales 2p ici, avec ici du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça c'est la couche de valence, ça c'est la couche interne. Nous on considère que les couches de valence pour établir des diagrammes, donc la couche là, on s'en fout. Ici on vous dit que l'énergie des 2p c'est environ moins 18 électronvolts, et 2s c'est moins 42 à peu près électronvolts. Pourquoi les énergies sont importantes à savoir? Parce que je vous ai dit en cours, pour qu'il y ait une combinaison, une hybridation des orbitales atomiques, il faut que l'énergie entre les niveaux des orbitales ils sont inférieurs à 12 électronvolts. Ici vous voyez qu'entre l'orbital 2s ici et 1s ici, la différence d'énergie est supérieure à moins 12. Du coup on va avoir un diagramme qui va être de type non corrélé. Donc avec ici l'orbital 2s qui va aller faire une orbitale sigma ici, avec ces deux électrons. Donc sigma, on va l'appeler sigma 1, qui va être liante. Et ensuite on va avoir ici moins 13,6, moins 18, la différence elle est inférieure à 12, du coup ils vont se combiner. Ils vont former 4 orbitales, donc une orbitale sigma, sigma 2, deux orbitales pi, et une orbitale sigma antiliante. Voilà. Et du coup ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons à mettre. Donc on commence par tout en bas. Ce que j'ai dû... On commence par tout en bas, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc le diagramme ça donne ça. Et pour le HF, le diagramme il vous est donné dans le cours, et vous savez que
les deux orbitales pi ici et l'orbital sigma, c'est des orbitales qui sont dites non liantes, parce que les énergies justement sont supérieures, et du coup c'est deux orbitales atomiques du coup qui se lient, enfin qui se lient pas du coup, elles sont non liantes. Donc on vous dit, pour la A, il comporte 8 électrons, donc le diagramme en compte ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc la A elle est vraie. Ensuite, la B, il comporte 3 orbitales moléculaires non liantes, représentant les doublés non liants du fluor. Bah, c'est vrai, c'est avec le fluor, c'est 3 doublés, avec ces 3 orbitales-là qui sont non liantes. Ça, c'est dans le cours, avec le diagramme du HF. L'orbitale moléculaire liante la plus proche est plus proche en énergie des orbitales atomiques de l'hydrogène que du fluor. Alors ici, je ne l'ai pas bien représenté quand j'ai fait mon schéma, mais ici, les orbitales pi, je vais faire. Les orbitales pi, elles sont plus basses en énergie que les orbitales atomiques, donc celle-là et celle-là. Donc vu que celle-là c'est les plus basses en énergie, moins 18, elles vont juste en dessous des moins 18. Donc ça va donner ça. J'aurai les orbitales pi, pi, avec ces électrons. Et du coup, si les orbitales pi sont en dessous des deux, sachant que celle-là a l'énergie la plus faible, ils seront forcément plus proches des orbitales atomiques. Ils sont plus proches en énergie des orbitales atomiques du fluor que de l'hydrogène. Ici, on vous proposait l'inverse dans l'item. Du coup, c'était faux. Ensuite, pour la D, on vous dit il ne comporte pas d'électrons célibataires. C'est vrai, ici vous avez que des électrons appariés et pas d'électrons célibataires. Donc c'est vrai. Et pour la E, l'ordre de liaison égale à 2. Alors l'ordre de liaison, vous savez que c'est le nombre d'électrons qu'il y a dans les orbitales liantes. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins le nombre d'électrons qu'il y a dans les orbitales antiliantes. Bah ici on a une seule orbitale antiliante, il n'y a aucun électron dedans. Divisé par 2. Et ça vous fait 3. Et non pas 2. Donc la E est fausse. Donc vous aviez les propositions ABD pour la 18. Voilà. Alors pour la question 19, il faut juste savoir compter, et normalement on a des points. Et savoir que dans une liaison double, il y a une orbitale sigma, une liaison sigma, une liaison pi. Donc, question 19. Donc là, il suffit juste de compter. Ce composé possède 6 atomes hybridés sp2. Alors, hybridé sp2, ça veut dire géométrie triangulaire. Donc, les atomes hybridés sp2, c'est à chaque fois qu'il y a une double liaison. Donc, vous voyez ici, dans la première double liaison tout à droite, tout à gauche, vous avez un atome de carbone, 2 atomes de carbone. Dans les deux doubles liaisons du cycle, ça vous fait 4 atomes de carbone, donc en tout il y en a 6. Plus l'atome ici qui fait le groupement aldéhyde ou cétone, je ne sais plus, avec l'oxygène du coup qui est hybridé aussi, qui va être hybridé sp2, vu que vous vous rappelez de la règle, tout atome qui possède des doublés et qui est lié à un carbone sp2 sera hybridé sp2. Du coup ici vous avez 8 atomes hybridés sp2. Donc la A elle est fausse. Donc cette question là, si vous la comprenez, ça c'est des trucs qui tombent quasi tous les ans. Si vous la comprenez pas, vous n'hésitez pas à venir me voir en séance. Ce composé possède 4 liaisons pi. Donc là, vous devez compter le nombre de doubles liaisons, puisque dans chaque double liaison, il y a une liaison pi. Donc il y a 1, 2, 3, 4 doubles liaisons. Donc 4 liaisons pi, la B elle est vraie. Ensuite, la C, on vous dit, ce composé possède 2 atomes hybridés sp2. Ici, on n'a aucun. Ça, c'est faux. Hybridé sp, ça veut dire qu'il y a une triple liaison quelque part. Ou qu'il y a un atome qui est juste de géométrie linéaire, ce qui n'est pas le cas ici. Ce composé possède 6 atomes de carbone hybridés sp3. Donc ici à chaque fois vous regardez les CH3 en fait, enfin les carbones qui forment que des liaisons simples. Donc ici des CH3 on en a 1, 2, 3. Ensuite vous avez dans le cycle, vous avez 1, 2, 3, 4 carbones qui sont hybridés sp3. Donc juste à droite du cycle, à gauche du cycle et dans les deux jonctions du cycle. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes hybridés sp3 et pas 6, du coup la D elle est fausse. Et enfin, ce composé possède 37 liaisons sigma. Là, je vous laisse vous amuser à compter toutes les liaisons. Donc là, vous devez compter toutes les liaisons et vous trouvez normalement 37.
Et donc dans chaque double liaison, il y a une liaison sigmoïde. Voilà pour la question 19. Question 20. Alors pour la question 20, il fallait un peu réfléchir, c'était pas trop du cours. Vous aviez des molécules que vous deviez, dont vous deviez donner les énergies. Alors les énergies ne sont pas à savoir par cœur, mais en fait, en gros, il faut juste les classer. Vous aviez le N2, donc le diazote, ça vous devez, enfin vous savez quand même que c'est le diazote, le gaz le plus commun dans l'air, c'est 80% de l'air. Et c'est un gaz qui est totalement inerte. Et du coup, son énergie, elle est quasi nulle, énergie très faible. Donc on va mettre un de moins. Ensuite, vous aviez le CSF, l'atome de césium avec le fluor. Vous savez que le fluor, c'est l'atome le plus électronégatif et le césium, c'est l'atome le moins électronégatif. 4 d'électronégativité, 0,7. Ça fait une différence de 3,3, une liaison ionique qui est très 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 forte. Et donc ici, donc vous vous rappelez, plus la différence d'électronégativité est élevée dans une liaison ionique, plus la liaison ionique est forte. Et ici, c'est vraiment la liaison ionique la plus forte qui existe. Et du coup, ici, c'est très 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 puissant. L'énergie de la liaison est très très puissante. Enfin, d'interaction intermoléculaire. D'autant plus que le fluor a 3 doublés, donc ça fait beaucoup d'interactions. Ensuite, vous avez le CHCl3, donc le CHCl3, ça ressemble à ça. Le CHCl3, donc pareil, le Cl, il a des fortes interactions, mais beaucoup moins que le fluor, vu que son électronégativité elle est inférieure, vu qu'il est en dessous du fluor. Donc ici, on va mettre 2+, quelque chose comme ça. Et vous avez le HCOOH, HCOOH, donc ça c'est un groupement acide carboxylique, donc vous avez votre HCOOH, et ça vous savez que vous avez un hydrogène là et un hydrogène là, ça c'est un hydrogène qui est lié à un atome d'oxygène, donc l'hydrogène là il peut faire des liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes, vous savez que c'est les liaisons faibles les plus fortes, donc il y aura des très très fortes interactions intermoléculaires. Et du coup, ici, ça va être, on va mettre 3 étoiles vu que c'est encore plus fort que ici. Donc si on devait classer, il y aurait ça, ce serait le plus important. Ensuite, on aurait la molécule là, ensuite on aurait la molécule là, et on aurait la molécule là, si on devait classer. Et quand vous regardez les propositions, ça correspond à la C. Donc c'était la proposition C.